Voilà, bonsoir à tous. Je voudrais, comme d'habitude, vous indiquer comment le séminaire se poursuivra et achèvera son année. Alors, il y aura 3 prochaines séances. Le 22 avril, le 13 mai et le 10 juin. Il y aura très probablement une séance supplémentaire, probablement encore la date n'est pas encore fixée, mais on peut considérer qu'elle serait à la fin mai. Une date que je consacrerai entièrement à des questions qui pourraient m'être posées sur l'ensemble de ce qui a été dit. Donc, considérez qu'il y a 4 échéances, dont 3 fixées, une plus incertaine, mais qui sera largement confirmée ultérieurement. 3 séances sur le sujet du séminaire de cette année et une séance organisée pour une discussion générale. Alors, je voudrais commencer la séance d'aujourd'hui en rappelant un point tout à fait important de ma pensée philosophique. Ce point important, c'est l'existence de ce que j'ai choisi de nommer les procédures de vérité. Les procédures de vérité, c'est l'ensemble de ce qui engage dans l'existence même de la chose dont on parle la question de comment elle peut être tenue pour vraie. C'est-à-dire, c'est comment, en un certain sens, l'expérience subjective propose et organise l'existence de quelque chose qui est reconnu comme participant à l'universalité du vrai. Et j'ai avancé la thèse qu'il existait de façon générale, dans toute l'histoire de l'humanité, 4 procédures de vérité. Ces 4 procédures de vérité sont la politique, la science, l'art et l'amour. Et bien entendu, au fil des séminaires, j'indiquerai pourquoi ce sont ces 4 données courantes et bien connues de l'existence humaine qui peuvent être considérées comme des procédures de vérité. Et ceci se fait à tous égards par la rencontre entre la singularité et l'universel. Nous verrons pour chacune des procédures cette année, mais on peut voir par exemple que bien évidemment l'art est une tentative de rencontre universelle avec le sensible du visible dans la peinture, avec le sensible de l'oreille dans la musique, etc. Et que c'est le moment où la construction d'une œuvre va rencontrer et être considérée par ceux qui l'écoutent, qui la lisent, qui l'entendent, etc., comme relevant de l'universalité. Pour la science, la chose est encore plus évidente, c'est-à-dire c'est le point de rencontre entre, au fond, la perception de l'ensemble du monde qui nous entoure sous toutes ses formes et la possibilité de proposer une pensée à valeur universelle concernant cette expérience, c'est-à-dire une explication rationalisée et souvent même mathématisée du profil général de l'expérience sensible.
Pour ce qui concerne en vérité pourquoi l'amour vient dans cette affaire, eh bien c'est parce que l'amour, c'est l'expérience à l'intérieur de laquelle nous touchons à l'universalité de l'existence de l'autre. C'est-à-dire où l'existence de l'autre cesse d'être un réseau de rencontres aléatoires et éventuellement inutiles, mais où, en réalité, il s'impose à ce moment-là, à l'intérieur même de l'altérité, comme une dimension absolument nécessaire du rapport à l'autre et à l'universalité reconnue de cette rencontre. Voilà la direction dans laquelle se déploiera cette question des procédures de vérité. Aujourd'hui, je vais consacrer le séminaire à la 4e, à savoir la politique. Et donc, mon sujet, mon thème du jour sera philosophie et politique. Et je le ferai selon la manière dont je me guide la notion de procédure de vérité, c'est-à-dire, en réalité, l'intention affichée, restreinte, complexe, mais en dernier ressort toujours présente dans une politique et dans la propagande d'une politique, qui est de rencontrer un besoin universel de l'organisation des choses relevant de l'humanité. C'est-à-dire, au fond, c'est la rencontre réussie ou ratée, mais c'est l'organisation de la rencontre entre les collectivités humaines, les rassemblements humains, les multiplicités humaines et la pensée de l'universel. De ce point de vue-là, on peut éventuellement simplement objecter que l'amour, c'est peut-être la politique à deux. Et les ressemblances de détails entre ces deux procédures existent. Mais enfin, en définitive, c'est une expérience bien différente. Voilà. Donc, le programme est de rendre compte, sous ce biais-là, de l'ensemble des modes sur lesquels l'universalité et par conséquent l'ambition universelle de la philosophie rencontre la singularité irréductible des expériences et donne sens à ce réseau d'exceptions et de singularités. Alors, faisons cela aujourd'hui à propos de philosophie et politique. On va donc essayer de dire que la philosophie, lorsqu'elle s'intéresse à la politique, le fait en se demandant si telle ou telle figure de la politique mérite d'être considérée comme ayant une valeur universelle. Et comme étant, pour ce faire, on va examiner naturellement les concepts cardinaux de la pensée politique, à savoir la démocratie, la liberté, l'autorité, l'étrangeté, etc., etc. C'est-à-dire tout ce qui fait la discussion indéfinie des politiques, et en voyant à l'intérieur de tout ça, qu'est-ce qui touche à l'universalité, soit dans la propagande, soit finalement dans le réel, mais qui montre que la politique, c'est interrogée philosophiquement, c'est évidemment la mode propre sous laquelle peut s'accorder une vérité universelle et une collectivité humaine effective. Alors, je dirais que depuis Platon, en vérité, en philosophie, donc depuis le début, et jusqu'à aujourd'hui, il y a, je crois, un mot qui résume le souci du philosophe devant la politique. Et ce mot, c'est justice. Une politique injuste ou déclarée ou démontrée injuste ne peut prétendre à l'universalité.
une condition sine qua non pour qu'une politique s'accorde avec quelque chose d'universel est contenue dans le mot justice. Il faut que cette politique soit juste, à travers évidemment par ailleurs la diversité, la complexité du mot justice lui-même, mais ça c'est un problème interne à la philosophie. En réalité, ce que rechercherait la philosophie, et c'est très présent dans toute son histoire, c'est une politique qui, en quelque sorte, rende justice à la pensée. Une politique à l'intérieur de laquelle la justice serait celle de la pensée politique elle-même. Et dans ce cas, ce dont il faut partir, c'est l'injustice est claire, elle est toujours visible, elle est violente, elle est volontairement cruelle, et ainsi de suite. Par contre, la justice est obscure, et elle est un problème dont on sait qu'il continue à hanter et la philosophie et la politique. Alors pourquoi c'est comme ça ? Eh bien, c'est comme ça parce que celui qui subit l'injustice en est le témoin irrécusable, et que la présence des victimes de l'injustice, c'est un critère de réel, potentiel, mais de réel quand même, quant à la justice. Mais qui peut témoigner pour la justice ? Ça n'est pas du tout symétrique. Le témoignage sur l'injustice est un témoignage dont l'évidence est empirique. Ce sont des blessures, ce sont des choses inacceptables, et les propagandes peuvent mettre en évidence le caractère universellement injuste de tout cela. Par contre, témoigner positivement pour la justice est une opération qui est difficilement saisissable. Dans de nombreux épisodes restants de la politique mondiale, vous pourrez vous exercer concernant ce point, car la discussion est toujours ouverte sur qui a tort, qui a raison, mais en politique, la question qui a tort, qui a raison, philosophiquement, c'est l'opposition entre est-ce que ce que fait celui-ci est juste ou est-ce que c'est injuste. Mais la difficulté, c'est que les témoins de l'injustice existent, tandis que les témoins de la justice peuvent être tout simplement des propagandistes, c'est-à-dire des gens qui témoignent en faveur de leur politique pour la justice et qui n'ont pas beaucoup d'autres choses à dire que ça n'est pas injuste. Alors que le témoignage de la justice fait appel directement, non pas aux déterminations politiques abstraites, mais à des situations qui sont des situations dans le réel. On peut dire, si vous le voulez, qu'il y a un affect de la justice, une souffrance, une révolte, mais que rien, en revanche, ne signale immédiatement la justice, laquelle n'est ni un spectacle, ni un sentiment, mais quelque chose comme la nature la plus intime de la situation. Alors, quand j'ai pris cet exemple pour poser une question importante. Est-ce qu'il faut se résigner devant ce problème à dire que la justice n'est en fin de compte que l'absence de l'injustice? C'est une tentation très souvent pratiquée. Est-ce qu'elle est dans ce cas la neutralité un peu vide de double négation? Négation de l'injustice, donc négation de la justice. Alors je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on puisse procéder ainsi, et je n'imagine pas non plus que l'injustice soit du côté du sensible, de l'expérience, du subjectif, ou que la justice soit du côté évident de la raison ou de l'objectif.
En définitive, ce qu'il faut dire, c'est que justice, et c'est ça qui va m'introduire à mon sujet, c'est que justice, c'est un mot de la philosophie. C'est un mot de la philosophie et c'est un mot qu'on ne peut éclairer que philosophiquement. Il faut laisser de côté pour cela sa signification purement juridique, la justice faite de police et de magistrature, et considérer philosophie du point de vue de quelle est la signification de justice du point de vue de la philosophie. Et ce que nous renvoyons à ce moment-là, c'est que, en réalité, ce mot de la philosophie, injustice, est sous condition de la politique. Car la philosophie est, elle, incapable de réaliser comme telle dans le monde les vérités dont elle témoigne. La philosophie n'est pas l'acteur de la question de la justice ou de l'injustice, elle en est le tribunal. Même Platon, qui accorde à la question philosophique de la justice une importance décisive, il sait que pour qu'il y ait justice, il faut, dit-il, lui, que le philosophe soit roi. Seul un État où le philosophe, le vrai philosophe, exerce le pouvoir politique, crée une justice. Mais il sait très bien qu'il ne dépend pas de la philosophie que cette royauté soit possible. Que le philosophe soit roi ne dépend pas de la philosophie, pour la bonne raison que ça dépend de la politique, laquelle reste irréductible. Alors, on appellera dans ce cas justice ce par quoi une philosophie désigne la vérité possible d'une politique. C'est la conclusion à laquelle, inévitablement, on parvient. Justice, un nom que la philosophie nomme à la vérité possible d'une politique. Alors, l'écrasante majorité des politiques, empiriques, des politiques qui existent, n'ont le plus souvent rien à faire avec la vérité. Nous ne le savons que trop. Elles organisent un rapport assez repoussant de puissance et d'opinion. La subjectivité qui anime les politiques en leur sens banal, c'est celle de la revendication, du ressentiment, de la tribu, du lobby, du nihilisme électoral, de l'affrontement des communautés. Et de tout cela, j'y insiste, la philosophie n'a rien d'autre à dire que ce n'est pas cela qui peut justifier, donner sens à une procédure de vérité, parce que la philosophie, ce qu'elle pense, doit être et est de l'ordre de la pensée. Or, ces politiques empiriques se présentent généralement explicitement comme des non-pensées. Le seul élément subjectif qui leur importe, c'est celui de l'intérêt. On pourra dire que quelques politiques dans l'histoire ont eu ou auront rapport avec une vérité, c'est-à-dire une vérité du collectif comme tel. Et ce sont, nous le savons aussi, des tentatives rares, souvent brèves, mais ce sont les seules sous-conditions desquelles la philosophie peut penser valablement la question de la valeur d'une politique. Alors ces singularités politiques qui s'exposent au fond à la philosophie sous le signe d'un jugement affirmatif, ne construisent aucune histoire monumentale. La philosophie peut cependant discerner un trait commun à toutes ces politiques qu'on peut faire entrer dans le royaume de l'universel. Ce trait est que ces politiques ne demandent aux hommes qu'elles engagent rien d'autre
que leur stricte humanité générique. On peut même dire leur stricte humanité. Elles ne font nulle exception, dit le philosophe, dans les principes de l'action. De quoi? Eh bien, de la particularité des intérêts. C'est le point clé de nombreuses discussions politiques par ailleurs. Une politique ne peut prétendre à l'universalité que si elle élimine la particularité des intérêts de toute l'évaluation qu'elle fait de la politique concernée. Et par conséquent, c'est le point important, ces politiques créent une représentation de la capacité collective qui renvoie ces agents à la plus stricte égalité. On peut donc dire là que l'universalisation possible d'une politique dans le tribunal de la philosophie conduit finalement à un critère vérifiable empiriquement plus ou moins, qui est le critère selon lequel cette politique prône et demande la plus stricte égalité entre les sujets concernés. Alors, demandons-nous en un temps que signifie égalité. Égalité, ça signifie que l'acteur politique, celui qui agit dans la politique, le fait sous le seul signe de sa capacité proprement humaine, c'est-à-dire d'une capacité que l'on peut supposer exister dans tout homme au sens humain. Alors là, il faut énoncer que l'intérêt n'est pas, pour le philosophe, une capacité proprement humaine. Servir son intérêt, c'est le cas de presque tous les êtres vivants, sous quelque forme que ce soit. Ils ont naturellement comme impératif de survie de traiter de leurs intérêts. Et alors la capacité qui est proprement humaine, c'est la pensée. Et que la pensée, on va en donner ici une définition, la pensée n'est rien d'autre que ce par quoi le trajet d'une vérité s'empare et saisit l'animal humain. Alors la conclusion, c'est qu'une politique digne d'être interrogée par la philosophie, sous l'idée de justice, est une politique qui n'a qu'un seul axiome général, qui est « les gens pensent, les gens sont capables de vérité ». Alors, historiquement, nous avons des exemples de cela. C'est à la reconnaissance strictement égalitaire de la capacité au vrai que pensait, par exemple, au moment de la Révolution française, Saint-Just, lorsque, devant la Convention, en avril 1794, il définit ce qu'est la conscience publique. Donc nous sommes tout proches de notre problème, vous voyez, comment une philosophie investit la catégorie de conscience publique pour sauver la possibilité d'une politique juste. Et il dit, je le cite, « Ayez donc une conscience publique, car tous les cœurs sont égaux par le sentiment du mal et du bien. Et cette conscience publique se compose du penchant du peuple vers le bien général. » Alors vous voyez que la définition par Saint-Just de la condition philosophique d'une politique juste est ici formulée comme adéquation du sujet humain à un bien qui est un bien général. Et donc, vous voyez que la question de la singularité, la question d'être personnellement content, n'est pas un critère considéré comme politique par Saint-Just,
parce qu'il n'est pas suffisamment évident qu'il s'agisse d'une tendance vers le bien général. Et alors, pour varier les documents historiques, dans une séquence politique entièrement différente, pendant la révolution culturelle en Chine, on retrouve le même principe. Je citerai ici la décision en 16 points du 8 août 1966. 8 août 1966, en Chine. Je cite, « Que les masses s'éduquent dans ce grand mouvement révolutionnaire, qu'elles opèrent par elles-mêmes la distinction entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. » Par conséquent, ici, nous avons l'affirmation que c'est le sujet collectif, et non pas les dirigeants, les cadres, etc., qui, dans l'expérience même de leur action politique, s'éduquent de façon à ce qu'elles soient capables de reconnaître ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Alors concluons ce premier point du rapport entre philosophie et politique. Une politique touche à la vérité pour autant qu'elle se fonde sur le principe égalitaire que formulait Saint-Just. Une politique touche à la vérité aux yeux de la philosophie lorsqu'elle se fonde sur le principe égalitaire d'une capacité au discernement du juste ou du bien ou d'autres vocables. Tout vocable que la philosophie appréhende sous le signe de la vérité dont le collectif est capable. Alors, ce qui est très important de remarquer ici philosophiquement, c'est que égalité ne signifie rien d'objectif. Il s'agit nullement de l'égalité des statuts, des revenus, des fonctions, et encore moins de la dynamique égalitaire des contrats ou des réformes. L'égalité est subjective. C'est l'égalité au regard de la conscience publique, pour Saint-Just, ou du mouvement de masse politique, pour Mao Tse-tung. Alors vous voyez, il faut interroger ce que c'est que cette égalité. Une telle égalité, ça n'est pas un programme social. Elle n'a du reste rien à voir avec le social. C'est une maxime politique. C'est une prescription. L'égalité politique n'est pas ce qu'on veut ou projette, elle est ce qu'on déclare ici et maintenant comme ce qui est, et non comme ce qui doit être seulement. Et de même pour la philosophie, justice ne peut être un programme d'État. Justice, c'est la qualification générale d'une politique égalitaire en acte. C'est au fond l'égalitaire en acte qui est ici le critère ultime de la détermination par la philosophie de ce qu'est une philosophie et une politique juste. Alors vous voyez, pour revenir à la chose plus simplement, au fond, l'embarras de la plupart des doctrines de la justice, c'est de vouloir la définir, la justice, et de chercher ensuite les voies de sa réalisation. Mais la justice, qui est le nom philosophique de la maxime de la politique égalitaire, comme je viens de le dire, la justice ne peut pas être définie, car l'égalité n'est pas un objectif de l'action, elle en est un axiome. Aucune politique liée à la vérité, sans l'affirmation, affirmation qui est comme un axiome, c'est-à-dire qui n'a ni garantie ni preuve, d'une capacité universelle, d'une capacité de tous à la vérité politique. On ne passe pas là par la voie des définitions, mais par celle
d'un axiome que j'appellerais l'axiome de la justice. Justice, c'est un des mots, peut-être le principal, par lesquels une philosophie tente de saisir ce que j'ai appelé l'axiome égalitaire, c'est-à-dire la politique égalitaire. Tente de saisir cet axiome dans une politique véritable. Et c'est pourquoi nous trouvons dans la politique véritable, comme je l'ai cité, la définition de la conscience publique par Saint-Just ou la thèse de l'auto-éducation du mouvement de masse révolutionnaire soutenu en Chine. Au fond, la justice, et c'est très important ceci, y compris dans des circonstances contemporaines, la justice n'est pas un concept dont on aurait à chercher dans le monde empirique des réalisations plus ou moins approximatives. La justice, elle pointe une figure subjective effective, réelle, immédiate. Elle est la perception de la corrélation entre la juste pensée et l'action restreinte. Et là, je peux citer une très surprenante affirmation d'un auteur fort peu tourné vers la politique, qui est Samuel Beckett. Samuel Beckett, dans un livre qui pourrait servir de titre à mon précédent paragraphe, le titre qui est « Comment c'est ?» Comment c'est ? Alors, dans Comment c'est, Samuel Beckett écrit « En tout cas, on est dans la justice. Je n'ai jamais entendu dire le contraire. » Et en effet, la justice, qu'on peut considérer comme l'axiome latent d'un sujet politique, désigne nécessairement non pas ce qui doit être, mais ce dont on doit affirmer que ça est. Et par conséquent, on est dans la justice ou on n'y est pas. Mais pour autant qu'il y a justice, cela veut dire qu'on est dans la justice. Ce qui veut dire il y a de la politique, au sens où la philosophie y affronte sa pensée, ou il n'y en a pas. La politique elle-même, si on la définit à la fin des fins à partir de la question de la justice, est ou n'est pas. Et donc s'il y a de la justice, Beckett a raison, on est dans la justice. On n'est pas à sa recherche. S'il y en a de la justice et qu'on s'y rapporte de façon immanente, on est dans la justice. Alors vous voyez, tout ça pour dire que nous sommes loin de la justice définie comme une dimension raisonnable de l'action de l'État. Il faut annoncer que l'État, contrairement à sa prétention, n'a comme tel rien à voir avec la justice. À vrai dire, Samuel Beckett nous dirait en tout cas, l'État n'est pas dans la justice. Il est incapable d'y être. Parce que l'État n'a rien à voir avec la justice, parce que l'État n'est pas une figure subjective et axiomatique. L'État comme tel, dans tout ce que nous en connaissons, est indifférent ou hostile à l'existence d'une politique qui touche aux vérités. L'État moderne ne vise en fait que le remplissement de certaines fonctions ou le façonnage d'un consensus d'opinion. Et sa dimension subjective, au fond, je dirais, et ça se voit tous les jours pour l'État moderne, sa dimension subjective, c'est de transformer en résignation ou en ressentiment
la nécessité économique, c'est-à-dire de maintenir le fait de la subjectivation de la nécessité économique dans la figure de la résignation ou du ressentiment, mais absolument pas du thème selon lequel on doit et on est impérativement dans la justice. Et en vérité, on le voit bien avec les États qui, finalement, sont sous la loi de la nécessité économique. On voit bien que toute définition étatique de la justice, ou toute entreprise qui confierait à l'État et à lui seul d'être juste, tout cela est le nom d'un axiome qui change la justice en son contraire. Parce que la justice devient l'harmonisation maximale du jeu des intérêts. C'est-à-dire que le jeu des intérêts soit tel qu'il ne pose aucun problème majeur à quiconque. Ce qui veut simplement dire que ce qui sera juste, c'est la tranquillité étatiquement garantie de la situation de l'injustice. Et la justice, de ce point de vue-là, qui est le vrai nom théorique d'un axiome d'égalité, c'est le contraire. Elle renvoie nécessairement à une subjectivité intégralement désintéressée quant à la question égalitaire. Vous ne pouvez pas objecter, sous quelque forme que ce soit, sans quitter entièrement la question de la justice, souhaiter qu'on sacrifie où que ce soit la justice au nom des intérêts généraux. Alors on peut le dire simplement, toute politique d'émancipation ou politique qui ordonne une maxime égalitaire, qui propose une maxime égalitaire, est une pensée en acte et non pas une harmonisation du jeu des intérêts. Et la pensée, c'est le mode sur lequel un animal humain est traversé et aussi surmonté par une vérité. Alors, dans une telle subjectivation, la limite de l'intérêt est franchie, de telle sorte que le processus politique lui-même y devienne indifférent. Un vrai processus politique n'est pas en train de débattre quant aux limites de l'intérêt, mais il est initialement et inauguralement indifférent à la question de l'intérêt comme tel, sauf dans la vision égalitaire. Il est donc nécessaire, comme le montrent toutes les séquences politiques qui concernent la philosophie, que le bon État, l'État souhaitable, l'État qui n'est pas réduit à sa propre capacité normative, que l'État n'ait rien à reconnaître dans le processus juste, autre chose que ce qui lui est approprié. Au fond, dans la situation que nous connaissons, il faut aller jusqu'à dire que l'État est, dans son être même, indifférent à la justice. Contrairement à les innombrables invocations de la justice qu'il peut faire. Dans son existence même, dans le type de son existence, pour tous les États que nous connaissons, il y a un fond d'indifférence à la justice pour les raisons que nous venons un peu de parcourir. Et donc, toute politique qui est une vraie pensée en acte, qui, par conséquent, en tant que pensée en acte, valide la justice comme, philosophiquement, la justice comme la figure positive de l'actualité et regarde l'égalité comme une condition sine qua non de la justice, et non pas seulement comme un résultat de la justice, comme une condition de toute justice, une politique de ce genre introduit nécessairement
de graves troubles dans l'État. C'est pourquoi aujourd'hui, mais au fond, presque dans toute l'histoire, la vérité politique n'apparaît que dans l'épreuve et dans le trouble. Pourquoi? Parce qu'elle trouble les axiomes mêmes du pouvoir étatique, et ce, quelle que soit l'orientation de cet État. Finalement, aujourd'hui, la justice doit être reconsidérée comme n'étant absolument pas une catégorie de l'ordre étatique, mais ce qui donne ses principes à l'œuvre dans des figures de révolte, de rupture et de désordre. Et sur ce point, en symétrie avec Platon, je convoquerai Aristote. Aristote, lui, c'est celui qui met en scène philosophiquement que l'importance est une fiction dans la stabilité politique. C'est-à-dire le contraire de tout ce qu'on vient de dire. Son propos n'est absolument pas celui de la justice, pour la raison qu'il donne au début du livre 5 de sa politique, le livre La politique d'Aristote, formule qu'on peut traduire, qu'on doit traduire par « En général, les chercheurs d'égalité s'insurgent ». Ça a été dit il y a longtemps, vous voyez, c'est une formule saisissante, d'autant plus saisissante que le constat que les chercheurs d'égalité s'insurgent est formulé par Aristote avec la bénévole conclusion qu'il ne faut pas chercher l'égalité, parce que les seules caractéristiques véritables de l'égalité, c'est de troubler la stabilité de l'État. Et que s'il est vrai que, on le dit en grec, holosgar tu ishin zetutes satazousin, en général, les chercheurs d'égalité s'insurgent, on dit que la politique ne peut pas, la politique étatique, la politique telle qu'on la connaît finalement, ne peut pas se prévaloir d'une recherche de l'égalité. Et donc nous sommes ici au bord du point où il faudrait dire qu'une politique, si on parle comme Aristote, qu'une politique qui se traduit par la recherche de insurrection, la recherche insurrectionnelle de l'égalité n'est pas une politique. C'est ce qu'il affirme. C'est un trouble de la politique et, comme en général les chercheurs d'égalité s'insurgent, ce que la politique au sens strict demande, celle dont Aristote parle, c'est qu'il n'y ait pas, qu'il n'y ait plus de chercheurs d'égalité. À quoi on opposera qu'au contraire, la politique telle que la philosophie peut l'absoudre, c'est-à-dire telle que la philosophie peut y trouver le soin et le souci de valeurs universelles, cette politique est nécessairement une politique qui, en effet, recherche l'égalité. Et s'il le faut, en effet, par l'insurrection. Autrement dit, ce que Aristote nous dit par la négation, c'est ceci: la maxime latente égalitaire sera toujours hétérogène à l'État. Et l'idée que c'est par l'État qu'advient l'égalité est une idée qui reste encore aristotélicienne, au sens où elle n'admet pas que ce soit véritablement en allant au-delà de l'État, en situant l'action hors de l'État, sous la loi impérieuse
de l'égalité qu'il faut s'engager. Alors, tout ceci dit, à quoi revient dès lors de se prononcer philosophiquement, ici et maintenant, sur la justice, puisque depuis le début, nous prenons justice, en effet, comme le nom singulier de notre problème. Alors, il s'agit d'abord de savoir, je crois, de quelle politique singulière on se réclame, qui vaille qu'on tente d'en saisir la pensée propre par les ressources de l'appareillage philosophique et par la rescousse, par conséquent, du mot justice. Alors, je voudrais parler ici, à partir de ici, dans une référence plus précise à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde confus et chaotique, du point de vue de la question politique, en réalité, parce que je dirais qu'aujourd'hui, le capital semble triompher à l'intérieur de sa propre et visible faiblesse. Et il ne triomphe pas dans le maintien d'un ordre et d'une soumission respectée, mais justement dans un monde qu'il rend confus et chaotique. Et dans cette circonstance, identifier les rares séquences où se construit une vérité politique, sans se laisser décourager par la propagande du capitalo-parlementarisme, est devenu un exercice extrêmement tendu de la pensée. Autrement dit, l'époque où il y a quelque chose de naturel dans la thèse philosophique de la valeur intrinsèque de l'égalité, cette période n'est pas exactement la même parce qu'aujourd'hui, déjà admettre ce point, le point axiomatique des politiques libératrices, c'est déjà quelque chose comme une exception ou une grande tension de la pensée. Dans l'ordre du faire de la politique, il est très difficile d'être fidèle, et fidèle non seulement théoriquement mais pratiquement, à un axiome égalitaire. Et sans axiome égalitaire, la connexion entre philosophie et politique par le biais des vérités possibles de la politique est inaccessible. Alors je pense qu'il faut saisir philosophiquement aujourd'hui les politiques en question, qu'elles soient du passé ou d'aujourd'hui, et je pense que ceci fixe plusieurs objectifs sur lesquels je vais lentement conclure. Premièrement, il y a 2 points capitaux. S'agissant de politique, il faut examiner les énoncés, les prescriptions et en dégager, s'il existe le noyau égalitaire à signification universelle, et s'il n'existe pas, de condamner absolument ces politiques. C'est-à-dire de condamner, en tout cas, toute prétention à l'universalité de ces politiques. Et de faire alors de ce qui est appelé politique une pénible gestion locale de la difficulté des intérêts particuliers. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que c'est de transformer la catégorie générique de justice en la soumettant à l'épreuve des énoncés singuliers. Des énoncés singuliers par lesquels il convient de véhiculer et d'inscrire dans l'action l'axiome égalitaire. Autrement dit, dans la catégorie générique de justice, de politique juste, il faut que les axiomes égalitaires soient repérables, reformulés, réaffirmés, de telle sorte qu'on voit bien qu'il ne s'agit pas d'une vague préférence pour l'égalité, mais qu'il s'agit d'un axiome
de l'action politique elle-même en tant que connexion philosophiquement repérable avec l'universalité. Et enfin, il s'agit de montrer que finalement la catégorie de justice, c'est elle qui désigne la figure d'un sujet politique contemporain et que finalement c'est cette figure-là, le sujet politique branché sur l'universalité de l'égalité, que la philosophie va qualifier de politique au sens approprié à la circonstance. Et le praticien de la politique sous cette forme sera désigné par l'histoire et la philosophie par des noms particuliers. Alors ce sujet politique, puisque là on entrerait dans l'existence reconnue par la philosophie d'un sujet politique contemporain et réel dans l'appropriation universelle qu'il fait de l'égalité à la situation. Alors ce sujet politique, il a eu plusieurs noms dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer qu'il n'a jamais existé, qu'on le crée de rien. Par exemple, sous la Révolution française, il s'est appelé par Saint-Just le citoyen. Le citoyen, c'était le nom actif de la figure égalitaire de la politique dans la société en voie de destruction qu'était la monarchie nobiliaire. Le citoyen était l'acteur de l'universalité du point de vue de l'époque considérée. Il n'a pas appelé citoyen l'électeur ou le conseiller municipal. Mais c'était plutôt, pour parler dans le contexte de l'époque, le citoyen de la section des piques. Il s'est appelé un peu plus tard, avec Lénine, le révolutionnaire professionnel. Professionnel voulait simplement dire, non pas que c'était là qu'il était payé, mais que c'était là qu'il dévouait la totalité de son existence. C'est-à-dire, c'était celui qui était dans la Révolution, non pas parce qu'il la rejoignait mentalement ou l'aidait quand il le pouvait, mais parce que c'était là que fusionnait le principe égalitaire et la transformation historique des choses. Il s'est appelé aussi, un peu dans le communisme chinois, il s'est appelé le militant des situations de masse. Celui qui pratique la liaison de masse, c'est-à-dire celui qui sait que l'acteur égalitaire, par définition, est sorti des masses populaires elles-mêmes. Alors je crois que nous sommes dans un temps où le nom est suspendu. Je vous proposerai comme tâche, je la proposerai y compris à moi-même, à tout le monde, de trouver le nom contemporain de l'acteur politique réel. C'est-à-dire de savoir comment aujourd'hui on devrait nommer ce qui a été appelé le citoyen, le militant des situations, le révolutionnaire professionnel, de tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut être et quel nom ça peut prendre? Nous sentons bien que cette désignation, cette nomination est en panne et qu'une partie du désordre de la situation politique du point de vue, y compris de la philosophie, résulte aujourd'hui de ce que les nominations elles-mêmes doivent être revues. C'est-à-dire, nous devons inventer un nouveau dictionnaire de la politique d'émancipation, dans ses termes les plus fondamentaux. Finalement, ça peut être quelque chose comme un impératif de la philosophie aussi, parce que, au fond, l'impératif de la philosophie, c'est de saisir l'événement des vérités, leur nouveauté, leur trajectoire précaire. Et pour cela, le repérage déjà nominal des endroits où la fusion entre la particularité de l'action et l'universalité
ce produit est observable, est un tout petit peu obscurci, y compris du point de vue du langage, du vocabulaire contemporain de la philosophie, vocabulaire qui reste quand même plongé dans le désordre général. Finalement, il faudrait retrouver un nom pour qui s'efforce en politique de valider, de saisir, d'activer l'événement des vérités, leurs nouveautés, leurs trajectoires précaires, et d'entrer ainsi dans une nouvelle époque de la politique. Ce serait au fond la naissance du processus singulier d'une vérité contemporaine. Je pense que sur ce plan, l'héritage qui est le nôtre, et qui est l'héritage cumulé de la Révolution démocratique française, par exemple, de la Commune de Paris, de la Révolution russe et de son échec, que tout cela est en réalité en voie d'exténuation. Et ce n'est pas seulement une question d'engagement, de résurrection, c'est aussi une question philosophique au sens où elle engage la fonction des noms, la fonction de la nomination des choses, la fonction du vocabulaire politique contemporain. Je suis prêt à dire que une partie du désordre existant et de la répétition, d'une certaine façon, d'actions qui sont tout à fait légitimes, mais qui sont en même temps inopérantes, est aussi due au fait que nous ne disposons pas d'une conception langagière appropriée. Alors, finalement, on dira, oui, d'accord, mais justement, dans cet état délabré des politiques, est-ce que la philosophie va pouvoir, sans péril, engager la catégorie de justice? Ne risque-t-elle pas finalement de la corrompre dans l'état des choses? Ne devrait-elle pas se replier sur un diagnostic d'injustice dominante dont il faut attendre la fin? Est-ce qu'elle ne va pas nécessairement prendre des vessies pour des lanternes? Est-ce qu'elle ne finira pas par répéter, faute d'autre chose, la prétention des gouvernements à rendre la justice? On peut être préoccupé sur ce point. Alors, je dirais, moi, soyons politiquement ce que Mallarmé appelait des militants de l'action restreinte. C'est une expression de Mallarmé, une expression donc tirée, elle, de la poésie. Appeler l'action restreinte, c'est-à-dire la mesure de ce que nous faisons au concept minimal de la justice contemporaine, c'est-à-dire à l'identification dans ce que nous faisons de l'axiome égalitaire et de son opération, de sa présence. Et j'insiste sur le point que ceci est une opération qui n'est jamais réductible à une négation. Je pense qu'une des raisons de la faiblesse politique contemporaine est que les forces qui se réclament d'un autre monde que le monde dominant opèrent dans un champ qui est celui d'une infinie négativité. Or, en fait, la fusion de la politique et d'une philosophie de la justice est affirmative. Elle est affirmative. C'est ces points d'affirmation novatrice qu'il a définis en dernier ressort.
si le champ de la politique est réduit à la négativité, c'est-à-dire à la lutte contre la politique dominante, à la dénonciation de la politique dominante, à la protestation, y compris collective, contre la politique dominante, nous n'avancerons pas parce que ce dont nous avons dans le contemporain besoin, c'est d'une nouvelle figure de l'affirmation politique. Alors évidemment, au sens que j'ai rappelé, au sens de comment la nommaient les révolutionnaires français, de comment elle était nommée par les révolutionnaires russes, de comment elle a été nommée pendant longtemps dans la figure du marxisme révolutionnaire, c'est la fin de l'efficacité de tout cela, historiquement, et d'une prévalence que l'on comprend, qui est presque inévitable et qui est juste, entre guillemets, à sa manière, d'une prévalence de la négativité. Mais en politique, dire non à l'inégal n'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est savoir comment on affirme l'égalité. Et l'égalité, c'est autre chose que la négation de l'inégalité. L'égalité, c'est une figure neuve de la subjectivité politique. Et je pense qu'à échelle planétaire, la question qui se pose, c'est une réinvention, une réorganisation de ce qu'il faut entendre aujourd'hui par l'égalité politique de type nouveau. Et c'est une question d'action, mais c'est aussi, et peut-être d'abord, une question de pensée et de désignation. En vérité, justice est le nom philosophique qui s'appliquerait aujourd'hui quand même à l'inconsistance étatique et sociale de toute politique réellement égalitaire. Aucune politique existante au monde aujourd'hui n'est dans la figure de l'axiomatique égalitaire. Et justice serait au moins de pouvoir formuler ce verdict et l'approprier aux circonstances. C'est la raison par laquelle je vais rejoindre la vocation déclarative et axiomatique de la poésie sur ce point. La poésie comme réparation locale de l'impossibilité d'un élan politique. C'est Paul Celan qui donne à entendre l'image exacte de la justice dans son état actuel, quand il écrit ce poème sur lequel je vais conclure. Sur les inconsistances, s'appuyer. Sur les inconsistances, s'appuyer. Chiquenaude dans l'abîme, dans les carnets de gribouillage, le monde se met à bruire. Il n'en tient qu'à toi. On peut retenir la leçon du poète en matière de justice, où c'est sur l'inconsistance, en effet, qu'il faut s'appuyer, parce que la consistance est inégalitaire. Tout ce qui consiste est inégalitaire, et donc c'est sur les inconsistances qu'il faut s'appuyer. Le monde pourra se mettre à bruire si on s'appuie sur les inconsistances. Et en matière de justice, si il faut s'appuyer sur l'inconsistance, il est vrai, vrai comme une vérité peut l'être, qu'il n'en tient qu'à toi. Ce qui veut dire il n'en tient qu'à vous. Merci.
Alors, je voudrais vous dire que je souhaiterais que soit organisée, en plus des séances dont je vous ai parlé, une séance qui serait tout entière consacrée à des questions, réponses et discussions de ce qui s'est passé ici. Et dans l'état actuel des discussions, cette figure pourrait se situer, je pense, aux alentours du quoi? Voilà, du mois de... Oui, c'est ça. Et je crois que ce serait, par conséquent, le... Oui, c'est ça. Et 27, hein, c'est ça. Donc, nous aurions comme continuation des thématiques engagées ici, les séances que je vous ai présentées, à savoir 22 avril, 10 juin, et il y aurait en plus cette séance du 27 mai, qui serait ouverte aux interventions des larges masses. Voilà. Merci à vous tous.